Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo d'entraînement à l'hermétisme. Donc c'est la semaine 03 de la Ligue hermétique du Cercle Sacré. Donc aujourd'hui dans le module 3 que je vais vous commenter, nous allons voir le corps physique et la formation magique du corps. Objectif du module: approfondir la compréhension du corps comme microcosme, comprendre l'anatomie occulte et commencer à travailler concrètement sur le corps physique à travers la gymnastique, la respiration consciente et l'alimentation consciente. Donc vous allez voir qu'on va parler de choses très concrètes. Tellement on fait une partie en entier dessus. D'ailleurs c'est la première partie puisque dans la prochaine partie il y aura aussi un prolongement de celle-là. Partie théorique. L'homme, le microcosme. Donc comme je vous ai dit la fois précédente, le microcosme c'est ce qui est en petit. Le macrocosme c'est le grand monde et le microcosme c'est le petit monde. Donc l'homme est un microcosme. Ça veut dire que il est exactement pareil que le grand monde au-dessus de lui. L'homme en lui-même, en entier, est un petit monde. Je vous avais expliqué cela la dernière fois par rapport à la perception de la réalité qu'on a. Nous voyons le monde dans un écran à l'intérieur de nous, d'accord? Nos sens nous dictent ce que l'on doit voir et on voit les choses par équivalence. C'est-à-dire, je peux voir les choses que j'ai déjà en moi. Je peux voir les forces que j'ai déjà en moi. Je vais vous prendre un exemple. S'il existe une force extraterrestre qui fait 10 millions de kilomètres de hauteur, dans laquelle je ne suis qu'un atome, et qu'elle existe sur une fréquence que je ne perçois pas, peut-être qu'il y a des millions d'extraterrestres, mais pour moi, ils n'existent pas. Parce qu'à l'intérieur de moi, cette forme n'existe pas, cette vibration n'existe pas, donc je ne peux pas la percevoir. Je peux percevoir ce qui a la même modalité d'expression que moi. C'est-à-dire que si un extraterrestre ou une entité peut penser et s'exprimer à travers les mêmes vibrations que moi, alors que je peux la percevoir. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même le langage en moi. Donc tout ce qui existe, des étoiles du ciel jusqu'à toutes les graines qui peuplent la Terre, existe à l'intérieur de l'être humain. Une image, d'ailleurs, l'autre fois on parlait du karma, une bonne image pour dépasser le karma étant la conséquence. Donc à chaque fois qu'on rentre dans un cycle de conséquences, on crée du karma, qu'il soit léger ou lourd. Si je sors du karma, c'est-à-dire que si je considère que je ne fais rien mais que c'est Dieu à travers moi qui fait tout, alors je vais rejoindre le champ de conscience, c'est-à-dire que je sors du karma. C'est comme si la conscience étant tout ce qui existe, étant l'éther qu'on a autour de nous, c'est de la conscience. Cette conscience-là, c'est le rêve de Dieu, on va dire. Et Dieu, dans ce rêve, il fait une partie multijoueur où il est chacun des joueurs. Donc chacun d'entre nous, Dieu s'expérimente à travers chacun d'entre nous pour jouer cette partie. Donc nous, quand on se focalise sur la matière, donc quand on se focalise sur ce qui est terminé, alors on crée une séparation entre nous et la chose. Par exemple, si je regarde ma main et que je commence à que regarder ma main, je vais dire « Ah mais ma main, c'est pas moi ». Et ouais, je me sens séparé de ma main. Pourtant, ma main et moi, on forme un tout. C'est pareil. Chaque fois que je regarde quelque chose et que je considère qu'il est pas... que c'est pas une partie de moi, que je considère qu'il est en face de moi, alors c'est plus moi, et je rentre dans ce qu'on appelle l'illusion. C'est ça l'illusion, c'est ça Maya. Donc, l'homme, le microcosme, après ce petit rappel un peu dense pour rappeler ce qu'est le microcosme et ce qu'est l'homme, et cette parenthèse sur le karma, l'être humain est une réplique miniature de l'univers, le macrocosme. Tout ce qui existe dans le grand monde existe aussi en toi, à une échelle plus petite. C'est pourquoi l'homme est appelé microcosme. Donc c'est une répétition de la fois dernière, d'accord? C'est à dessein. C'est parce qu'on va creuser justement cette partie-là. Le corps n'est pas seulement une enveloppe matérielle, il ressemble à un beau vêtement dont l'harmonie permet à l'âme et à l'esprit de s'exprimer pleinement. Donc, l'autre fois, je vous ai donné l'exemple d'un véhicule, alors on va être un peu plus précis. Donc, le mental, c'est le conducteur du véhicule, d'accord? À l'arrière de la voiture, il y a un client. Ce client, c'est l'âme, ok? La voiture, elle, c'est le corps astral. C'est le corps émotionnel, c'est lui qui a les puissances, c'est lui qui avance. Et la route et toute la périphérie, toute la terre autour de nous, c'est le corps physique.
parce que le corps physique inclut toute ma perception. OK? Donc l'âme vient pour faire une expérience, elle délègue au mental le choix d'aller à droite ou à gauche dans le corps émotionnel qui se dirige à travers le corps physique. Vous pouvez vous imaginer le problème si le client est endormi, ou si le conducteur est endormi, ou s'il manque le client, ou si le client est un bébé. Donc voilà, l'image est assez juste, d'accord? On peut la prendre de cette façon-là, comme une voiture avec son conducteur et son client à l'intérieur. Notre corps traverse cette vie. Donc, la santé véritable, selon l'hermétisme, est l'harmonie parfaite des forces des 4 éléments à l'intérieur du corps. On revient encore sur les 4 éléments. J'espère que vous avez pris du temps pour observer autour de vous les éléments s'appliquer. Il y a quelqu'un qui disait dans notre chat qu'il avait regardé, il s'était surpris à voir une cafetière chauffée et de voir comment les éléments interagissent entre eux, entre le feu, entre l'air, entre la partie minérale, le métal, etc. Et qui pouvait commencer à regarder par le prisme des éléments. C'est ce que je vous encourage toujours à faire, à savoir que quand vous saisissez vraiment les éléments comme une densité à l'intérieur de vous, que vous reconnaissez par son expression, c'est-à-dire les qualités qu'elle vous apporte, comme la joie pour le feu ou la tranquillité pour la terre, on va dire, si c'est votre cas. Quand vous les reconnaissez à l'intérieur de vous de ces façons-là, vous pouvez les équilibrer et de cet équilibre dépend votre santé. C'est-à-dire que si vos éléments sont équilibrés, vous serez toujours en bonne santé. C'est simple, la maladie choisit un terrain pour s'installer. Donc si vous n'avez pas le terrain adéquat pour que la maladie s'installe, elle ne s'installe pas. Deuxièmement, donc, les 4 éléments et leurs fonctions dans le corps. On va rentrer ici dans des points de méditation que vous allez devoir faire en ressentant votre corps. Donc, vous avez votre méditation qui est mentale sur le calme de vos pensées. Vous avez une méditation qui est astrale, qui est sur le corps émotionnel à travers l'introspection. Vous avez aussi une forme de méditation qui est physique et corporelle à travers, par exemple, les asanas et aussi le ressenti des éléments à l'intérieur du corps. Donc, les éléments ont 3 grandes fonctions dans le corps: construire le corps, le maintenir en vie et le dissoudre. Ce qui nous rappelle, comme je l'ai dit la dernière fois, les principes alchimiques du solve coagula. Le côté positif actif des éléments assure le développement et la construction. C'est-à-dire que le feu, dans son bon côté, ça réchauffe. D'accord? Dans son mauvais côté, ça brûle. Dans son bon côté, ça réchauffe. L'eau, dans son bon côté, ça hydrate. L'air, dans son bon côté, ça nous donne de l'oxygène, ça sèche. La terre, dans son bon côté, ça nous permet de nous stabiliser, d'accord? Donc, il faut le côté positif et actif des éléments pour assurer le développement et la construction. On a besoin de ces côtés-là pour assurer le développement. Vous pouvez comprendre combien il est important de ressentir l'expression de ces éléments à l'intérieur de nous, de pouvoir les polariser volontairement quand on a un but de construction, surtout un but de construction créative qui est élevé, pour lequel on n'a pas forcément de modèle et on doit agir avec les lois. Le côté neutre assure le maintien en vie. C'est-à-dire que quand on est entre les deux, c'est juste que les choses continuent. Le côté négatif assure la dissolution de ce qui doit l'être. Le feu qui s'enflamme brûle tout. L'eau qui s'agite casse tout sur son passage, de même que la tempête, ou de même que la boue qui peut absorber un être humain et lui enlever la vie. Donc le côté négatif de l'élément assure la dissolution de ce qui doit l'être. Si vous regardez, chacun de vos éléments abrite en lui-même les éléments. C'est-à-dire qu'il y a le feu du feu, il y a l'air du feu, il y a l'eau du feu, et il y a la terre du feu. Dit autrement, chaque élément a 4 niveaux de densité aussi à l'intérieur de lui. Par exemple, si je pense donc avec le feu de mon mental, je fais de l'espace avec l'air qu'il y a dans ce feu, je crée des formes avec l'eau et la terre, donc je crée des formes comme de la boue, comme des sculptures, que je vais animer via le vent et via le feu, et ça va former des pensées, d'accord? En hébreu, chirorim, ça vient de chirorim, les pensées, ça vient de chirur, la pierre. La pierre, donc la pierre, la traduction, c'est la terre dure, la terre qui se
qui se déplace, qui se meut à l'intérieur de nous. Donc, à chaque élément que j'utilise, j'ai aussi, de façon beaucoup plus raffinée, encore 4 niveaux de lecture, 4 niveaux d'expression, 4 niveaux de densité dans chaque élément. Donc, je répète, dans le feu, il y a le feu du feu, l'air du feu, l'eau du feu, la terre du feu. Dans l'eau, pareil, il y a le feu de l'eau, l'air de l'eau et la terre de l'eau. Et ainsi de suite. Ces 4 éléments ont eux-mêmes les 4 éléments. Ils sont polarisés, en fait, ce qu'on appelle des fractales. Donc c'est, dans un élément, il y a l'image de tous les autres. C'est pour ça qu'on peut savoir, qu'on peut découvrir en montant de niveau ce qu'il y a après. C'est parce qu'on touche des fractales, en fait. Quand j'atteins un petit niveau en entier, je peux deviner, grâce à sa composition, comment sera tout le reste, tous les niveaux. Si au premier niveau, il y a 4 phases, ça veut dire qu'au grand niveau, il y aura 4 phases. Et ainsi de suite. Donc c'est ça, la règle kabbalistique du général et du particulier. Le général fabrique le particulier est comme le général, c'est-à-dire c'est une petite image de la grande partie, une fractale. Détail par élément. Le feu agit principalement dans la tête. Dans sa forme active, il produit une action expansive et constructrice grâce au fluide électrique. Dans sa forme négative, il peut provoquer irritation, inflammation ou colère. Donc vous savez directement, dans le domaine de vos pensées par exemple, que si vous avez trop de feu, comme la colère, comme le ressentiment, etc., l'envie de destruction, alors vous risquez de détruire votre santé. Ça va dérégler déjà vos organes internes et ça va dérégler votre expression vers l'extérieur, votre karma et tout ce qui est de cause à effet autour de vous. L'eau agit principalement dans l'abdomen. Dans sa forme active, elle a une action constructrice. Dans sa forme négative, elle provoque désintégration et dissolution des fluides du corps. C'est ce que j'ai lu la dernière fois. Je ne vais pas rentrer encore profondément dedans puisque j'aimerais, et je souligne vraiment l'importance de votre méditation profonde sur chacun de ces éléments, chacun de ces sujets. Donc, je passe sur l'eau et sur la terre. Je vous encourage à les lire. Je vais quand même les lire succinctement pour que vous puissiez les entendre. Donc, l'air agit principalement dans la poitrine. Il joue le rôle de médiateur. Il contrôle et équilibre le fluide électrique du feu et le fluide magnétique de l'eau. C'est pourquoi on l'appelle élément neutre ou médiateur. Réfléchissez à l'importance de votre respiration quand vous avez une émotion négative qui essaye de vous influencer dans votre mental. C'est la respiration qui va neutraliser. La terre agit sur l'ensemble de la structure du corps, os, chair, tissu. Elle maintient ensemble toutes les énergies des 3 autres éléments. C'est-à-dire que c'est le récipient global. Dans sa forme active, elle est animante et vivifiante. Dans sa forme négative, elle peut créer rigidité ou inertie. Elle est responsable de la croissance et du vieillissement du corps. Elle dépend énormément de l'eau, du feu et de l'air qu'elle abrite. D'accord, si l'eau, le feu et l'air sont équilibrés, alors ça fait une bonne terre, où les choses poussent, où les fruits poussent, c'est-à-dire vos attributs, vos bonnes pensées, vos sentiments, vos idées, ce sont tous vos fruits. D'accord, ce sont les plantes et les animaux qui vous habitent. Vos désirs, c'est les animaux qui vous habitent. On parle de cette histoire de Noé qui met les animaux dans une arche. Vous imaginez bien qu'il n'a pas mis je ne sais combien d'espèces dans une arche de 600 mètres carrés ou de 600 mètres cubes. Donc on parle effectivement d'un homme qui traverse les eaux du don, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans l'attribut du don, qui va quitter l'égoïsme et qui va prendre tous ses désirs avec lui pour les corriger. Donc il va les prendre mâle et femelle, positif et négatif pour les équilibrer. Comme je vous ai dit la dernière fois, on n'éteint rien, on ne chasse rien, on ne casse rien. Chaque chose a sa place. Les choses doivent mûrir et doivent grandir. Donc on prend le positif et le négatif, on les garde, on les équilibre. Notre voie, c'est l'équilibre. Si vous abusez d'un seul élément, même si vous le maîtrisez, vous êtes alors peut-être un saint. Mais un saint, c'est pas un mage. Nous, on est dans la voie du mage, la 4e voie, c'est-à-dire une voie de contrôle, de maîtrise, d'équilibre et de volonté. Donc, les adeptes ont divisé l'homme en 3 grandes parties. La tête pour le principe du feu, l'abdomen pour le principe de l'eau, la poitrine pour le principe de l'air, et la terre représente l'ensemble du corps avec ses os et ses chairs. C'est ce qu'on vient de dire.
les différentes méthodes de guérison. Toutes les méthodes de guérison reconnues visent à rétablir l'équilibre des éléments. Pour ceux qui savent, la médecine d'Hippocrate était basée justement sur les éléments présents à l'intérieur du corps, sur les 5 expressions et sécrétions qu'il y a à l'intérieur du corps, et visait à rééquilibrer les choses. Donc c'était... quand on avait un bon médecin, on était bien soigné, mieux que maintenant, mais il n'y avait pas beaucoup de bons médecins. Aujourd'hui, la médecine actuelle, on est plus dans la couverture de la douleur plutôt que le rééquilibrage. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a un détritus par terre et qu'au lieu de le nettoyer, je mets un tapis dessus. Comme ça, on ne le voit plus. Les médicaments, c'est un peu ça. Donc, normalement, on nettoie les détritus quand ils sont par terre pour justement rééquilibrer. Donc, les méthodes de guérison reconnues, ici, on parle de reconnues par l'hermétisme. À savoir qu'en Europe, pour ceux qui sont en Europe, on n'a pas beaucoup de légitimité dans la médecine. Je veux dire, on est fort en chirurgie. Mais par exemple, si vous allez dans un centre pour les maladies tropicales, ils vont vous expliquer avec le plus grand des calmes qu'on ne connaît que 25 à 30% des maladies qui affectent l'être humain en Europe. 25 à 30%, c'est très peu. Vu comment ils parlent d'une façon aussi assurée avec autant de certitude, c'est quand même très peu pour des gens qui ont autant d'assurance. Alors en Europe, on n'a pas une médecine géniale, d'accord? En plus, on a rejeté les médecines telles que l'Ayurveda des Indiens ou la médecine traditionnelle chinoise, qui avaient pourtant beaucoup à nous apporter, sous prétexte qu'on ne peut pas les mesurer avec nos machines. À savoir que notre corps est la plus perfectionnée des machines, la plus précise des machines. On peut sentir des choses avec notre corps qu'aucune machine ne peut détecter encore. L'ordinateur le plus puissant au monde, qui sait faire des calculs, c'est-à-dire 10 puissance, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'est 10 puissance 18 ou 80, enfin c'est 10 puissance quelque chose. L'ordinateur s'appelle El Capitan. Il a la rapidité d'un cerveau. C'est l'ordinateur le plus puissant du monde, d'accord? On est arrivé aujourd'hui à faire un ordinateur qui est rapide comme un cerveau, qui consomme beaucoup plus de matières premières que notre corps. Notre cerveau, c'est une merveille technologique. D'ailleurs, la magie, dans son ensemble, c'est de la technologie. On apprend à avoir accès à une technologie différente à l'intérieur de nous. Connaître les éléments, les combinaisons d'éléments, le magnétisme et l'électricité à l'intérieur de nous, c'est notre technologie profonde, c'est notre physique intérieure. Donc, la thérapie naturelle utilise la chaleur, les bains, les cataplasmes, les herbes et les massages. L'allopathie utilise les médicaments concentrés qui agissent sur les éléments pour restaurer la santé. Donc là, on parle des méthodes de guérison reconnues par l'hermétisme. L'homéopathie fait apparaître l'élément opposé selon le principe de similia similibus curantur pour rétablir l'équilibre. Donc on se guérit par la similarité de la chose qui nous a rendu malade. La différence entre l'allopathie et l'homéopathie. L'électro-homéopathie agit directement sur les fluides électriques et magnétiques pour corriger les déséquilibres. Le magnétopathe ou magnétiseur peut, après avoir étudié les influences des éléments, utiliser consciemment son fluide électrique ou magnétique pour rééquilibrer une zone du corps. Donc c'est le premier degré de guérison. Parce qu'il y a un haut degré de guérison qui nécessite la foi et l'énonciation verbale de ce en quoi on a foi pour guérir. Donc c'est comme ça que les grands initiés faisaient, comme Jésus. Mais avant d'arriver là, on a quand même d'abord le magnétisme simple, c'est-à-dire par passe magnétique, je peux transférer mon équilibre énergétique à quelqu'un qui est en face de moi et qui n'a pas d'équilibre énergétique. Mon équilibre énergétique va l'influencer et son corps va s'autoréguler sous mon influence. Ça peut être plus ou moins rapide selon la rapidité des fluides électromagnétiques qu'il y a dans le praticien. Si j'ai des mouvements très forts, par exemple si j'ai un fort fluide électrique, je vais pouvoir accélérer le mouvement. Si j'ai un fort fluide magnétique, le mouvement ira pas forcément très vite, mais il sera très efficace quand même. Donc on reconnaît, quand on dit reconnaître consciemment ces fluides, c'est si je suis droitier, généralement j'ai le fluide qui pousse à droite et qui tire à gauche. Donc je vais reconnaître selon la maladie qu'a quelqu'un, s'il a, je ne sais pas, un rhume, un orgelet, quoi que ce soit, comment retirer la maladie et rééquilibrer son énergie avec mes mains. Avec mes mains, c'est-à-dire
Mes mains agissent ici comme des béquilles parce qu'en réalité, j'ai simplement besoin de la visualisation et de la pensée. Mais bon, au début, c'est pas facile. Donc au début, ce qu'on fait, c'est qu'on se sert de ses mains pour guider l'imagination, guider la visualisation. Au bout d'un moment, l'efficacité faisant, on se rend compte qu'en fait, on n'a même pas besoin d'être vraiment à côté de la personne. On peut le faire avec une photo, on peut le faire de loin sur une personne. On peut pratiquer des guérisons astrales, c'est-à-dire ressentir la connexion qu'on a avec quelqu'un, transposer sa conscience via le champ de conscience à côté de cette personne, l'observer avec notre œil clairvoyant, notre œil astral et observer son corps à elle, les problèmes qu'il peut avoir. Vous remarquerez que les maladies s'expriment par des sortes de symboles, des sortes de bêtes étranges qui, comme on ne les connaît pas dans ce monde-là, sont très difficiles à discerner. Ça ressemble à certaines choses. Et en général, le praticien de la magie va utiliser des symboles ou des éléments pour guérir le corps astral de l'autre personne. À savoir que le corps astral est responsable des maladies du corps physique. Il faut d'abord que le corps astral ait une fissure quelque part pour que le corps physique soit frappé de quelque chose. Donc on guérit d'abord le corps astral. Le praticien va utiliser par exemple, je sais pas, le pentagramme. Voilà. Il y a des initiations où on vous fait répéter 400, 500 fois le pentagramme bleu flamboyant pour que vous puissiez le projeter rapidement et de façon solide et incarnée avec votre pensée, avec votre faculté d'imagination. Ça peut servir notamment dans la guérison astrale, c'est-à-dire que vous vous rapprochez du corps de quelqu'un et vous tracez des pentagrammes autour de lui, vous allez voir que ça a un effet absolument bénéfique sur son aura. Aussi, considérez ceci pour ceux qui ont un peu du mal à imaginer, enfin à se représenter comment on peut s'approcher de quelqu'un comme ça en étant loin. Considérez que le temps et l'espace n'ont pas d'influence sur notre pensée. C'est-à-dire que, en d'autres mots, si je pense maintenant à ma sœur, je suis tout de suite à côté d'elle. Je la visualise tout de suite. Il n'y a pas de temps qui me sépare d'elle dans ma pensée. Je n'ai pas besoin de marcher vers elle pour la voir dans ma pensée, non. J'ai qu'à penser à elle, et hop, elle apparaît dans ma pensée. Ok ? Ici, on doit éduquer notre sensibilité. Ça veut dire que si j'ai l'habitude de faire le calme dans mes pensées, si j'ai l'habitude de faire le vide dans mes pensées, ce que je vais remarquer, c'est que quand je visualise quelqu'un, je ressens des choses, et pas toujours les mêmes choses. Si je sais faire taire mes sentiments, mes émotions, mes pensées, si je sais rester dans le silence, alors ce qui va se révéler quand je vais penser à quelqu'un, c'est l'état de notre connexion. C'est-à-dire que si je vois que la personne se fâche, je ne suis pas en train de la rêver. Bien sûr, je peux forcer l'imagination en imaginant tout d'un coup la personne se déguiser en clown et danser sur un toit de voiture. Mais je vais savoir que là, je suis en train de forcer l'imagination. Si je ne force pas l'imagination, je vais ressentir quelque chose à l'intérieur de moi, qui est cette personne. Donc le procédé pour ça, c'est un procédé d'invocation d'âme vivante. C'est-à-dire que vous pouvez invoquer quelqu'un. Je vous donne pas trop de détails parce que vous imaginez bien qu'il peut y avoir des dangers. Je peux pas vous révéler certaines clés parce que je peux pas assumer que vous puissiez faire du mal avec, mais on va dire, pour les bases, vous représentez une pièce blanche et vous invoquez la personne par son nom et son prénom, idéalement sa date de naissance et même le nom de ses parents si possible. Comme ça, c'est sûr que vous avez la bonne personne en face de vous. À partir du moment où la personne se présente, vous pouvez commencer une conversation avec elle. Ce que vous allez entendre, ce que vous allez ressentir, plus vous êtes clair, plus ce sera vrai. Je vous rappelle que la différence entre un médium et un artiste qui imagine, c'est simplement la connaissance, c'est simplement leur initiation. Les deux utilisent exactement le même organe, le diaphane de l'imagination. Donc grâce à ce diaphane, on a accès au monde mental, et dans le monde mental, il n'y a pas de temps et pas d'espace, donc tout est accessible rapidement. Donc on peut guérir quelqu'un comme ça, c'est-à-dire sans l'avoir devant nous, avec simplement une photo pour focaliser notre attention. Et une photo n'est même pas forcément nécessaire, mais généralement, si on ne connaît pas la personne, il vaut mieux quand même avoir une photo. Mais si vous connaissez la personne, surtout de près, vous pouvez ressentir votre connexion, vous êtes à côté
instantanément. Demandez aux parents comment ils ressentent leurs enfants. Demandez à une maman sensible si elle ne sait pas quand son fils va mal, même s'il est à 10 000 kilomètres. Parce que les liens qu'on a, les liens de notre corps astral, ils dépassent le temps et l'espace. Donc c'est difficile pour nous parce qu'on vit, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans l'illusion. C'est-à-dire qu'on regarde une chose, on a l'impression qu'elle n'est pas nous, parce qu'on la regarde de plus en plus, on focalise notre attention dessus. Mais si on médite, si on sort de cette focalisation, on va se rendre compte que tout est une extension de nous-mêmes. On est au cœur de tout et tout est un. Un, unique et particulier. Ça veut dire que tout est un, mais il y a une loi unique pour chacune des personnes, chacun des personnages, et chacun des personnages a ses propres attributs. C'est-à-dire qu'il est particulier. Pourtant, tout est uni. Comme un corps avec des organes. La main, c'est pas l'œil, mais tous les deux, ils sont unis. Pourtant, ils sont uniques et particuliers. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même forme, mais ils forment quand même un grand tout. 6e point, l'anatomie occulte du corps. Par analogie avec les mouvements des éléments, chaque polarité du corps est contrôlée par un élément précis qui se manifeste par la polarité de cette partie. Dans certains organes, le fluide électrique circule de l'intérieur vers l'extérieur et le fluide magnétique de l'extérieur vers l'intérieur. Dans d'autres organes, c'est l'inverse. Ça, je vous laisse le soin de ressentir et de passer du temps à apprendre à vous connaître pour ressentir tous vos fluides dans vos organes. Vous allez voir que petit à petit, on apprendra à charger les organes d'énergie vitale, à charger les organes des éléments. Donc vous allez les sentir de mieux en mieux. C'est un but extrêmement important que d'apprendre à se connaître, autant spirituellement, autant mentalement, émotionnellement que physiquement. Cette science de la circulation des fluides polaires est appelée anatomie occulte du corps. Sa connaissance est très importante pour celui qui veut agir consciemment sur son corps et le contrôler. Donc, je vous rappelle, on a une voie où la conscience est très importante, car elle est la structure de la réalité, elle est la matière de Dieu. Partie pratique. Gymnastique matinale et friction du corps. Dès le matin, après vous être levé, frottez votre corps avec une éponge douce jusqu'à ce que la peau devienne légèrement rougeâtre. Donc vous blessez pas, hein, d'accord ? La peau devienne rougeâtre. Après, moi je suis blanc, ça va être assez rapide. Si vous avez la peau foncée et tout, n'allez pas chercher jusqu'à que votre peau rougisse et être démangée, c'est pas ça le but. Vous devez ouvrir les pores de la peau qui permettent une meilleure respiration de la peau. Ça aussi, c'est un secret qui est important à savoir. Votre peau respire. Et je vais même vous dire, quand vous inspirez, votre peau, elle souffle. Et quand vous expirez, votre peau, elle aspire. Faites-le maintenant, vous allez voir. Inspirez, expirez. Vous avez vu la différence de pression qui se fait ? Voilà. Les pores de votre peau, ils respirent comme ça. Donc tous les jours, vous frottez les pores de votre peau pour qu'ils soient débouchés, pour que les énergies subtiles puissent circuler facilement. Vous frottez votre peau avec une éponge douce jusqu'à ce que la peau devienne chaude, quoi. D'accord ? Jusqu'à que les pores soient ouverts. Donc les pores ouverts, vous allez sentir des afflux d'énergie rentrer et sortir à l'intérieur de vous, spécialement au plexus solaire. Aux endroits où il y a les chakras, ce sera un peu plus fort, mais vous allez sentir avec tout votre corps. Lavez ensuite le corps, au moins la partie supérieure à l'eau froide, et frottez-le avec une serviette rugueuse jusqu'à ce que vous vous sentiez bien chaud. Donc l'eau froide, ça permet une meilleure circulation du sang et un rétablissement du torus qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire que quand l'énergie est chaude, quand l'eau est chaude, l'eau chaude n'a pas de magnétisme. Donc l'eau chaude n'entretient pas le magnétisme, elle booste pas le sang et le torus est affaibli. Quand on rétablit le torus, on met l'eau froide, ça resserre entre guillemets les pores de la peau, pas complètement non plus, mais de façon à ce que le sang circule différemment. Donc c'est important de faire ça. J'ai mis toute une méthode donc de la douche écossaise. Vous commencez, donc si vous craignez l'eau froide, et c'est vrai, il faut faire attention avec l'eau froide, si vous mettez de l'eau froide sur la tête le matin, je connaissais quelqu'un qui faisait ça tous les matins, il se versait un seau d'eau froide sur la tête, il a juste fini avec des problèmes à la nuque, parce que ça lui faisait se contracter, et ça lui a craqué du cartilage dans la nuque. Donc le but, c'est pas de forcer comme un malade, même si ça travaillera votre volonté. Votre volonté travaillera tout aussi bien
si vous le faites proprement. C'est-à-dire que vous partez des endroits les plus éloignés de votre cœur, donc la cheville gauche, vous remontez jusqu'au genou, puis à l'extérieur, puis la cheville droite jusqu'au genou, puis l'extérieur, puis la main gauche, intérieure puis extérieure, main droite, intérieure puis extérieure, puis vous remontez petit à petit jusqu'au cœur, et une fois que vous êtes au cœur, un coup d'eau froide, vous n'êtes pas obligé d'aller sur la nuque, et puis ça suffit. Je vais même vous dire, si vous avez une éponge d'eau froide, ça suffit aussi. Il s'agit juste de booster le sang dans un autre sens. De toute façon, si vous sortez de l'eau chaude et que vous restez sur la sensation de l'eau chaude, vous allez voir que votre film qu'il y a sur la peau, là, le film très fin, va être abîmé, vous n'allez pas vous sentir bien. Vous allez vous sentir comme si ça grattait un peu, comme si vous étiez encore sale. Parce que l'eau froide est extrêmement bénéfique au corps. Au début, ça peut être difficile. Donc les personnes sensibles peuvent utiliser de l'eau tiède, surtout en hiver. En Europe, avec les hivers froids qu'on a, si vous avez le nez froid, allez pas vous mettre dans l'eau glacée. D'accord ? Le mieux, c'est d'abord de se réchauffer. Vous mettez votre douche chaude, et une fois que vous êtes réchauffé, alors là, vous passez à votre douche froide. Il n'y a pas besoin de tenir des heures, hein. Quelques minutes suffisent. Cet exercice doit devenir une habitude quotidienne et être pratiqué toute la vie. Il rafraîchit le corps et chasse la fatigue. Il entretient la santé, il entretient la circulation sanguine, il entretient la bonne forme des organes internes. Il est extrêmement bénéfique. En plus de cela, faites de la gymnastique tous les matins pendant quelques minutes pour garder votre corps souple et élastique. Adaptez les exercices à votre âge et vos possibilités. Quelques minutes. Ça veut dire que c'est pas la peine d'abuser à faire le gymnaste. Si vous avez une souplesse correcte, c'est-à-dire vous voyez quand vous avez 20 ans, comment vous êtes souple à 20 ans, il faut rester à peu près souple comme ça toute votre vie. Donc vous entraînez, on va dire tous les gros points articulaires, le grand axe, les hanches, les genoux, les épaules, le dos, voilà. Vous allez les étirer avec des positions de yoga qui sont très très bonnes par exemple, ou avec de la gymnastique pour ceux qui savent faire de la gymnastique, de façon à conserver votre souplesse et ne pas souffrir de la dégradation liée à la vieillesse et à la destruction qui arrive tôt ou tard du corps. Le but, c'est de partir en forme, hein. Enfin, un des buts est de partir en forme. Le mystère de la respiration consciente. La respiration normale alimente le corps en quantité suffisante d'éléments pour sa préservation. Quand on respire, je vous rappelle que on est en équivalence avec ce qu'il y a autour de nous. Donc quand on respire, on polarise la réalité en fait. C'est-à-dire que si je respire, si je veux respirer un sentiment, je peux respirer un sentiment et je vais alimenter ce sentiment. D'accord ? On respire dans l'air, il y a des particules électromagnétiques qui sont expulsées par tout ce qui existe dans le monde mental et dans le monde astral. Je peux respirer littéralement des entités. Vous savez, quand on s'entend pas avec quelqu'un, on dit on respire pas le même air. Même dans la même pièce, on respire pas le même air. Ou on dit à quelqu'un, oh, il me pompe l'air celui-là. Oui, c'est parce que dans l'air, en fait, il y a des informations. Donc c'est un mystère, c'est un secret, que la respiration consciente vous donne accès aux informations qu'il y a dans l'air. Avec la respiration consciente, on peut aller beaucoup plus loin. Lorsque vous placez une pensée, une idée ou une image claire dans l'air, que vous inspirez, cette idée se grave dans le principe de l'akasha de l'air, dans le champ de la conscience, est transmise au corps astral, puis à l'esprit par l'intermédiaire des fluides électromagnétiques. La clé est la qualité de l'idée que vous gravez dans l'air, pas la quantité d'air. Il n'est pas nécessaire de remplir excessivement les poumons. C'est pas la peine d'aller... Alors, vous devez connaître l'amplitude de vos poumons, c'est-à-dire de savoir que ça va de la clavicule jusqu'en dessous du nombril. Ça, vous devez le savoir. C'est-à-dire que quand vous êtes debout et que vous faites des grandes respirations, pour aérer votre corps, vous devez pouvoir remplir et vider vos poumons, bien sûr, ça fait partie de la connaissance de vous. Mais le mystère de la respiration, c'est-à-dire le fait de s'auto-influencer en respirant une idée, ne demande pas forcément de remplir ses poumons avec une grosse quantité d'air. Respirez simplement normalement. Par contre, il faut que votre visualisation soit très très claire, très très précise, très très bien gravée. Voilà, bien gravée. Vous puissiez respirer, intérioriser ce que vous avez choisi. C'est-à-dire vous le représentez, vous l'envoyez dans l'élément air, et en le respirant, ça vous imprègne.
Et vous allez voir, vous allez changer d'état très très rapidement à la mesure où vous y arrivez. Exercice de respiration consciente, asseyez-vous confortablement, détendez votre corps, respirez par le nez. Imaginez que l'air inspiré apporte avec lui la santé, ou la tranquillité, ou la paix, le succès ou toute autre qualité. Essayez de vous focaliser sur un truc. Si dans vos exercices de nourriture, par exemple, parce qu'il y a la nourriture consciente et la boisson consciente, vous vous êtes concentré sur la santé, restez sur la santé. On ne court pas plusieurs lièvres en même temps en pensant en attraper un seul. Non, si on court plein de lièvres, on en aura zéro. Donc, si vous vous focalisez sur une qualité que vous devez avoir, focalisez tous vos exercices sur cette qualité. D'accord? Allez pas chercher trop loin au début. Si vous demandez à une dent de repousser, c'est pas tout de suite que ça va marcher, d'accord? Il va falloir une dose de foi conséquente. La foi, ça marche petit à petit. Un pas vers la foi, et la raison, elle rattrape. Rappelez-vous comment ça marche. Si je fais quelque chose, par exemple, je sais pas, on va dire que j'ai du mal à parler aux gens, voilà. Je vais utiliser ma foi en disant, je vais essayer de le faire quand même, malgré que j'ai peur. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas prendre un micro et me présenter en tant que président de la République si j'arrive pas à parler. Non, je vais d'abord aller dans la rue et faire un compliment à quelqu'un. Une fois le compliment fait et que j'aurai vu que la personne m'a souri, ma raison va s'emparer de l'expérience et je pourrai recommencer sans la foi parce que ma raison pourra me dire, ouais, ça marche. Donc c'est comme ça que ça marche. La foi, on la nourrit petit à petit, avec des petites étapes. Je fais d'abord quelque chose de petit, la raison l'avale, puis un peu plus, la raison l'avale, puis un peu plus, etc., etc. Donc pour commencer, on va respirer des choses qui sont bénéfiques pour nous et pas inaccessibles. D'accord? Pas des choses qu'on voit comme étant impossibles pour nous. Donc on commence par la bonne humeur, la tranquillité, la paix, la clairvoyance, quelque chose qui est accessible. L'image doit être si intense que l'air devient porteur de votre désir comme s'il était déjà réalisé. L'image, c'est le ressenti, c'est pas une image figée, c'est un film. C'est quelque chose qui est mouvant, c'est dynamique, d'accord? C'est pas juste une image bloquée. Ce sera beaucoup plus efficace en mouvance. Commencez par 7 inspirations le matin et 7 le soir, augmentez très progressivement d'une inspiration par jour. Ne dépassez pas 30 minutes au début, plus tard 10 minutes suffiront. Donc le temps que vous vous entraînez, que vous prenez l'habitude, vous pouvez faire jusqu'à 30 minutes, même si c'est pas forcément conseillé. Quand vous arrivez à une trentaine, quarantaine de respirations, essayez de voir où vous en êtes, de voir s'il y a du progrès. S'il n'y a pas de progrès avec l'élément en question, avec le choix que vous avez fait en question, changez de choix, c'est pas grave. Changez pas de choix sans avoir essayé. Mais quand vous arrivez à 15-20 minutes de respiration et que ça résiste trop, peut-être que vous êtes allé un peu trop loin, revoyez vos objectifs. Le but, c'est d'y arriver, d'accord? Même si ça prend du temps, il vaut mieux construire vos bases de façon solide, puisque tout le reste sera dépendant de la solidité que vous aurez appliquée là-dessus, que vous aurez appliquée aux bases. Quand on construit une cathédrale, on fait des bases très solides, d'accord? C'est pas une cabane qu'on fait, c'est une basilique. Ne choisissez qu'un seul souhait à la fois et ne passez pas au souhait suivant tant que le premier n'est pas réalisé. Et comme je vous l'ai dit, si vous voyez qu'au bout de trop longtemps ça ne se réalise pas, vous êtes peut-être allé un peu trop vite, rétrogradé. Privilégiez au début des souhaits positifs comme la santé, la tranquillité, la paix ou le succès, qui sont accessibles. L'alimentation consciente, le même principe que pour la respiration s'applique à la nourriture. Et oui, tout ce qu'on fait rentrer dans le corps, on peut le polariser. C'est-à-dire que tout ce qu'on rentre dans le corps, il passe par la matrice électromagnétique du corps, donc il se transforme de l'extérieur, où on ne sait pas trop ce que c'est, à l'intérieur, où là, on ressent, donc on sait ce que c'est. On dit que voir, c'est croire, et sentir, c'est savoir. Donc quand je vois un fruit, une fraise rouge, je peux croire qu'elle est bonne, mais je ne le sais pas tant que je ne l'ai pas mangée. Donc, le même principe que pour la respiration s'applique à la nourriture, les désirs que vous gravez dans les aliments ont une influence forte sur votre corps physique. Exercice d'alimentation consciente, avant de manger, asseyez-vous devant votre repas avec une imagination intense, concentrez-vous sur votre désir et fixez-le dans la nourriture comme s'il était déjà réalisé. Si possible, tenez vos mains au-dessus du plat en signe de bénédiction, sinon faites-le mentalement les yeux fermés. C'est pas toujours facile de mettre ses mains au-dessus de la nourriture s'il y a du monde autour de nous. D'accord? Et puis c'est facile d'oublier. Si on vit en famille, etc., qu'on parle avec sa femme, qu'on parle avec ses enfants et tout ça, ça peut être facile d'oublier. Il faut pas.
rappelez-vous-en le plus possible. À force de vous en rappeler, vous le ferez de plus en plus. Ne vous découragez pas si ça met du temps. C'est pas grave, l'important c'est que vous allez y arriver. Donc rappelez-vous-le, 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 notez-le dans votre carnet de contrôle. C'est-à-dire, vous notez chaque jour, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait la respiration consciemment? Est-ce que j'ai fait la nourriture consciente? Vous pouvez noter dans votre introspection pourquoi vous ne l'avez pas fait. Ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou qu'est-ce qui vous a dérangé? Vous voyez? Reliez les exercices les uns avec les autres. D'accord? Tout ça, c'est une matrice qui s'autogénère, s'autoprotège. Vous devez comprendre que vous devez faire partie complètement de cette matrice et que cette matrice, c'est vous. Vous n'allez pas avoir de secret. Donc soyez honnête envers vous-même. Dites la vérité. C'est à vous que vous dites la vérité en fait. Vous vous en rendez pas compte, mais le fait de noter la vérité, le fait de vous dévoiler, c'est vous qui gagnez quelque chose, c'est à vous, c'est devant vous que vous vous dévoilez, c'est devant votre divinité intérieure, c'est devant votre étincelle divine, c'est devant Dieu qui a choisi cette partie-là que vous vous dévoilez et qui va vous faire réaliser cet alignement au subconscient avec cette partie divine et bénéficier de tous ces flux et forces et pouvoirs à l'intérieur de cette vie, de votre vie. Mangez lentement, consciemment, avec la conviction profonde que votre désir pénètre tout votre corps en même temps que la nourriture. Manger devient alors un acte sacré. Sacré, c'est quand on donne une intention supérieure aux choses, on donne une intention spirituelle. Je mange pour quelque chose, je mange avec le but d'atteindre quelque chose. Donc, on mâche bien, on conscientise, on ressent les goûts, les saveurs, etc. On se concentre le maximum possible sur ce qu'on est en train de faire. Très important. Ne lisez pas pendant les repas. Évitez les conversations au possible. Je sais que quand on vit en famille, c'est pas forcément possible, c'est pas forcément facile, mais faites-le autant que possible. Ne mélangez pas plusieurs désirs en même temps. Surtout au début. On va dire qu'après quelques années de pratique, vous pourrez vous permettre de mélanger certains désirs parce que vous saurez comment utiliser différentes modalités en même temps. Mais au début, vous devez bien séparer les choses, les dissoudre les unes des autres pour après les solidifier. Solve coagula. On dissout la respiration, de la nourriture, de la visualisation, de la respiration. Enfin, on dissout toutes ces choses les unes des autres pour les renforcer toutes seules. D'accord? Quand je sais bien visualiser et bien entendre, et bien ressentir, après je peux coller ces trois choses. Mais d'abord, il faut que je les sépare, je les dissous, je sépare le subtil de l'épais. Je vais augmenter la partie éthérée, la partie subtile, parce que c'est ça, c'est la racine, jusqu'à que ma capacité se renforce. Et quand ma capacité est renforcée, alors là, je vais mélanger avec le reste. Je remélangerai avec le reste. C'est un processus. Faut pas le faire rapidement, faut le faire bien. Travailler le même souhait à la fois pendant la respiration et pendant le repas pour plus de puissance. Comme je vous ai dit, si vous pensez à la santé pendant la respiration, ne pensez pas au succès pendant le repas. C'est pas la même chose. Et vous allez vous dispatcher en fait. Au début, on se rend jamais compte en fait quand on est en train de dévier. Parce qu'au début, on dévie juste un petit peu. Mais à force de dévier un petit peu, on arrive vachement loin d'un pôle à l'autre. Donc je vous ai mis un espace de travail module 3 avec marqué suivi de gymnastique, la date, est-ce que j'ai fait la friction, la respiration consciente, le nombre d'inspirations par séance. Je vous conseille de photocopier cette page-là, de l'imprimer peut-être plusieurs fois avec les observations. Critères pour passer au module 4, avoir pratiqué régulièrement la gymnastique matinale, la friction du corps, la respiration consciente, l'alimentation consciente pendant au moins 3 semaines tout en tenant le journal magique. Avec la douche froide. Ou du moins tiède. C'est important. Et aussi, je l'ai cité tout à l'heure, mais je le répète, ça augmente votre volonté. Parce qu'on n'a pas toujours envie de mettre de l'eau froide sur nous, surtout quand on y est sensible, mais la volonté y gagne. D'ailleurs, pour la volonté, vous pouvez vous entraîner à faire toutes sortes de choses que vous aimez pas forcément faire. Il y avait, je sais plus où j'ai entendu ça, il versait un verre de riz par terre ou de grains de café et il devait les récupérer un par un pour les remettre dans le récipient. Pas 2 par 2, pas 3 par 3, un par un. C'est très embêtant et ça renforce la volonté. Alors,
Je vous demande pas de vous torturer, d'accord? Mais il y a plein de petits exercices que vous pouvez faire pour renforcer votre volonté afin qu'elle soit obéissante. C'est-à-dire que votre volonté, c'est pas votre désir. C'est pas forcément quand vous avez envie que vous allez le faire. Au contraire, la volonté, elle sert à y arriver même quand on n'a pas envie. Parce que vous êtes sur une vibration, sûrement actuellement encore. La vibration, ça monte au début. Ça veut dire qu'au début, tout est facile à faire. Au début, on a l'engouement, c'est nouveau et tout, c'est cool, ah ouais, on y arrive. Et puis au bout d'un moment, la vibration, elle redescend. Quand la vibration, elle redescend, et c'est normal, c'est une règle de la nature, hein, c'est le troisième temps, le tiers temps, je sais plus comment on appelle ça dans la loi d'octave, mais c'est une règle vibratoire qu'au bout de 3 temps, il y a un demi-ton qui manque et il faut une aide extérieure. C'est Gurdjieff qui expliquait bien ça dans sa science de l'énéagramme. Il faut une aide extérieure pour remonter. L'aide extérieure, c'est vous qui vous la providez ici. Comment? Par la répétition de vos exercices. Quand vous avez répété vos exercices, que vous avez augmenté votre volonté, le jour où le désir redescend, le jour où la vibration retombe, votre habitude va vous sauver. Vous allez avoir de la force parce que vous avez créé un momentum. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois, au cours 1, votre momentum est sacré. Votre momentum, c'est la prunelle de vos yeux. Votre momentum est extrêmement important. Ne le gâchez pas, ne le cassez pas. C'est lui qui va vous tenir quand la vibration va redescendre. Vous avez besoin de lui. Respectez votre momentum. Et je vous rappelle, quand vous êtes au degré 1, casser son momentum encore, ça va, c'est pas trop grave. Mais quand vous êtes au degré 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casser son momentum et tomber, on n'est pas sûr de se relever. Donc, respectez votre momentum, vos entraînements et vos répétitions. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. Bon courage et bonne chance.